Alors, je vous remercie beaucoup d'être présent ce matin en aussi grand nombre. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis ravie que le thème de ma présentation ait suscité votre intérêt. Je suis d'autant plus ravie que j'ai beaucoup aimé mener des travaux de recherche sur le thème de ma présentation de ce matin. Un thème que je n'ai pas étudié aussi activement au cours des dernières années. Je me suis gardée informée, bien sûr. J'ai dirigé quelques étudiants, dont la dernière, qui est une Française, Madame Sabine Brel, qui a défendu sa thèse de doctorat en droit au printemps dernier, une thèse qui portait sur voyons, j'ai des petits messages qui m'arrivent à l'écran. Les voyez-vous, vous autres? Non, ok, c'est correct. Une thèse sur l'évolution et la mondialisation du droit du bien-être animal. Alors, je me suis gardée informée. J'ai dirigé des étudiants dans le domaine du droit du bien-être animal. Et la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi activement ces travaux-là au cours des dernières années, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie un peu prise à l'étroit dans le militantisme vers lequel je me sentais inexorablement poussée par les acteurs du milieu, soit en éthique animale ou en droit du bien-être animal. Or, j'ai toujours tenu mordicus à ma posture de chercheur. Puis j'avais l'impression ou la difficulté de concevoir la conjugaison de l'objectivité puis de l'engagement pour une cause. Donc, c'est ce qui m'a amené à me retirer un peu de ce secteur-là. Mais il faut croire que le temps fait son œuvre, puisque moi qui ne suis pas du tout nostalgique, mais alors là, pas du tout nostalgique, je me suis surprise il y a quelque temps à penser à ces années d'études du thème de la configuration du statut de l'animal et de son bien-être à travers le prisme du droit, avec une certaine nostalgie. Puis j'ai ressenti comme le goût, l'envie de renouer avec le thème. Puis c'est vraiment bizarre parce que c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'invitation du professeur A de présenter une communication sur le thème du bien-être animal, en même temps qu'un collègue de l'Université Laval me demandait de collaborer avec lui pour organiser un panel dans ce domaine-là. Fait que si je vous dis tout ça ce matin, c'est dans le fond pour vous exprimer que je suis très contente d'être avec vous. Alors voilà pour mon petit laïus d'introduction. Habituellement, mes présentations sont très structurées. J'ai des parties avec des sous-parties qui sont dûment nommées, que je ficelle les unes aux autres. Ce matin, c'est pas cette approche-là que je voulais avoir avec vous. Ça ne veut pas dire que mon propos va être totalement déstructuré. Ce qui aurait pu vous donner l'impression de mon petit laïus d'introduction. Mais je ne vais pas être totalement déstructurée, mais j'avais plutôt envie de vous raconter une histoire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous raconter mon histoire de l'étude du droit du bien-être animal. Mais avant, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant, ou en tout cas opportun, que je vous glisse quelques mots, un ou deux mots sur qui je suis, question qu'on fasse connaissance avant de se lancer dans le vif du sujet. Alors, je suis professeure, je m'appelle Lénie Tourneau, comme on vous l'a dit, je suis professeure titulaire au département des sciences animales de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval, qui n'est pas située dans la ville de Laval, mais en l'honneur de Monseigneur de Laval, qui a été le fondateur de l'université. L'Université Laval, c'est située dans la belle ville de Québec, que peut-être certains d'entre vous avez eu la chance de visiter. En tout cas, si ce n'est pas fait, vous devriez le faire, c'est vraiment très charmant. Je vous invite, vous me ferez signe si vous venez. Donc, il ne faut pas se méprendre là, sur mon unité de rattachement. Moi, j'ai rien à voir avec l'agronomie. Je suis une juriste de formation. Donc, j'ai un bac, une maîtrise, puis un doctorat en droit.
et auquel je combine une expertise en éthique appliquée, en éthique animale, bien sûr, en éthique de l'agriculture et de l'alimentation, puis sur les questions de conduite responsable en recherche, donc ce qu'on appelle plus communément l'intégrité en recherche. Et cette expertise en éthique appliquée explique un peu ma participation dans divers comités, dont celui qu'a mentionné Julien Hay, le comité d'éthique INRA-CIRAD-IFREMER. Présentement, ce sur quoi je travaille, c'est à la préparation d'un ouvrage collectif sur l'éthique de l'agriculture et de l'alimentation qui va être publié aux presses de l'Université Laval. J'ai aussi une recherche en cours sur la programmation épigénétique et l'obésité, dans le cadre de laquelle je m'intéresse aux enjeux du respect de l'autonomie des mangeurs et la question de la justice intergénérationnelle. J'ai aussi fait un projet dans les années passées sur la gouvernance des biotechnologies agricoles. Principalement, ma focalisation était sur l'intégration des préoccupations sociétales dans le cadre réglementaire d'approbation des organismes génétiquement modifiés à travers la lorgnette de l'impact de la culture organisationnelle des autorités gouvernementales responsables de l'approbation des OGM. Je me suis aussi intéressée à la responsabilité sociale des chercheurs et des entreprises privées qui œuvrent dans le domaine de la bioingénierie et aux droits du bien-être animal, bien entendu, à travers principalement deux recherches. Une qui consistait en une analyse comparative de l'utilisation des animaux en recherche, donc l'analyse comparative des lois et règlements qui encadrent l'utilisation des animaux en recherche. Bon, j'ai comparé un certain nombre de pays occidentaux. Puis le droit du bien-être animal à travers une analyse de discours des lois et règlements qui s'appliquent en Grande-Bretagne. Bon, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est cette histoire-là que je veux vous raconter. C'était il y a longtemps, quelques années quand même, mais je pense que c'est toujours un regard qui est pertinent à la lumière des travaux de Sabine, qui a vraiment fait un très bon inventaire là, à l'échelle planétaire des lois et règlements qui s'appliquent au bien-être animal. Je demeure confiante dans les résultats des travaux de recherche que j'avais menés à l'époque sur le droit animal en Grande-Bretagne. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Quelques précisions avant qu'on commence. Les animaux, on peut les considérer de deux manières. Le droit les considère de deux manières. D'abord, comme des entités. Ça, c'est quand le droit de la conservation s'intéresse à la préservation de la faune sauvage. On regarde à ce moment-là les animaux comme des entités, comme des espèces, et on vise, à travers les dispositions juridiques, à empêcher leur disparition, leur extinction, ou promouvoir la diversité biologique des espèces. C'est un domaine qui relève du droit de l'environnement et qui est sous-tendu par des discours qui s'inscrivent en éthique de l'environnement. Et les animaux, on peut aussi les considérer non pas comme des entités, comme des espèces, mais comme des individus. Et c'est de cette façon-là que le droit du bien-être animal considère les animaux en nous imposant un certain nombre de règles, de devoirs, d'obligations qui visent notre traitement des animaux, soit à travers des obligations négatives, comme ne pas, des obligations négatives, c'est ne pas. Donc, ne pas faire souffrir, ne pas causer de douleur. On associe habituellement les obligations négatives à l'absence de cruauté, à des dispositions anti-cruauté. Et puis, soit à travers des obligations positives, où là, on va chercher à promouvoir le bien-être des animaux. Et le droit du bien-être animal, c'est un domaine qui relève de l'éthique animale. L'éthique animale, elle nous propose des conceptions de la relation entre les animaux
puis les êtres humains. Donc, c'est le propre de l'éthique animale de se pencher sur le statut moral des animaux et les obligations qu'on a envers eux. Quand je me suis intéressée aux droits du bien-être animal, mon interrogation de départ s'appuyait sur le fait qu'il y a en droit une dichotomie entre les objets et les sujets. En droit, et c'est toujours le cas aujourd'hui, tous les animaux sont des objets de propriété. Alors que tous les êtres humains, eux, sont des personnes, des sujets. Et cette catégorisation-là, cette dichotomie entre les objets et les sujets, traduit une relation d'inégalité. Les objets et les sujets ne sont pas au même niveau, et de subordination entre les catégories. L'objet étant subordonné au sujet. Mais malgré tout, malgré cette dichotomie-là, il y a des gens qui mettaient de l'avant l'idée que l'essor des lois et règlements qui visent à protéger le bien-être animal devait traduire une certaine forme de progrès, qu'à travers, dans les faits, à travers les dispositions de ces lois puis de ces règlements-là, ben, on en arrivait à reconnaître aux animaux un statut qui était pas juste celui d'objet, mais que tranquillement on grugeait, on allait plus loin, puis on se rapprochait d'un statut de personne plus élevé, mieux protégé. Puis c'est vrai que depuis 1822, qui est l'année de l'adoption de la première loi nationale de protection des animaux, ça c'était en Grande-Bretagne, c'était une loi qui interdisait d'infliger de la douleur, des souffrances au bétail. Ben, il y a eu, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, là, une augmentation assez fulgurante, on pourrait dire, du nombre de lois puis de règlements qui ont pour but de protéger les animaux, en parallèle avec une extension progressive du champ d'application des lois sur le bien-être animal. Champ d'application se référant à l'idée qu'il y a de plus en plus d'animaux qui sont protégés, puis d'activités ou de pratiques qui sont réglementées. Donc, de l'existence de ces lois puis de ces règlements-là, on disait, ben il y a quelque chose là qui se passe là. C'est pas vrai qu'on est encore dans notre statut, objet, sujet. Il y a un phénomène qui se passe à travers les lois de protection des animaux. Mais malgré l'existence de ces lois-là, c'est ce que je me dis, moi c'est la réflexion que je me faisais, je me disais, ben oui, mais oui, il y a des lois, il y a des règlements, il y en a de plus en plus, elles couvrent un plus grand nombre d'animaux, de plus en plus de pratiques, d'activités, mais on vit quand même dans des sociétés où notre utilisation traditionnelle des animaux pour se vêtir, pour se nourrir, pour se divertir, pour se guérir, a atteint des sommets inégalés, comme je le mentionnais là, dans mon petit résumé. En 2013, je vais vous donner juste un exemple, en 2013, la FAO estimait à plus de 56 milliards, 56 milliards, le nombre d'animaux utilisés annuellement pour nourrir les humains. La plupart de ces animaux-là étant abattus pour la viande. En 56 milliards, c'est pas rien. Puis, parallèlement, non seulement on a atteint des sommets inégalés dans notre utilisation des animaux, mais il y a toutes sortes de nouvelles formes d'utilisation des animaux qu'on propose, qu'on voit apparaître dans les laboratoires, même des tentatives de commercialisation à travers les nouvelles biotechnologies, dont par exemple utiliser les animaux pour produire des substances thérapeutiques. Moi j'avais dans mon département des chercheurs, même pour ne pas dire des chercheurs, même mon conjoint, qui travaillait à développer un porc, un cochon génétiquement modifié, qui allait produire dans sa semence, donc dans le liquide séminal, une hormone, la FSH, une hormone qui est utilisée en reproduction assistée. Lui, c'est un biologiste, un médecin vétérinaire, chercheur en biologie de la reproduction.
Donc, eux travaillaient là-dessus. On a aussi vu au Québec des chèvres génétiquement modifiées pour produire dans leur lait de la protéine de soie d'araignée, qui allait être protéine qu'on allait extraire du lait pour produire des matériaux destinés à l'aéronautique, donc des matériaux plus solides. Il y a aussi, on a entendu parler au début des années 2000, bon là c'est un petit peu moins discuté, moins à l'avant-plan, mais il paraît que les travaux se continuent quand même et que ça devrait réapparaître d'ici quelques années, modifier génétiquement les animaux pour produire des organes afin de transplantation chez l'humain. Fait que donc, toutes sortes de nouvelles formes d'utilisation des animaux non conventionnels qui sont protégés. Fait que quand on voit ça, on se dit, ben là, non, là, ça se peut pas là, que le droit du bien-être animal soit véritablement porteur de changement. Hein? Avec une situation comme celle-là, c'est difficile à croire. Puis c'est donc la question que je me suis posée, est-ce que le droit du bien-être animal, ça reconnaît vraiment que les animaux comptent du point de vue moral? Est-ce que c'est un droit qui reconnaît aux animaux un statut qui n'est pas juste celui d'objet? Pour répondre à cette question-là, ben, je me suis dit, ce qu'il faut regarder dans le fond, c'est la conception de la relation entre les êtres humains puis les animaux qui se dégagent des lois puis des règlements. Donc, c'est pour ça que je mentionnais au début que j'ai fait une analyse de discours des lois et des règlements qui s'appliquent à la protection des animaux, bien-être animal en Grande-Bretagne. Puis l'idée, dans le fond, c'était de voir c'est quoi la conception de la relation entre les humains et les animaux qui se dégagent du droit afin d'interroger cette idée-là de progrès. En utilisant l'exemple de la Grande-Bretagne, parce qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui d'une certaine manière, c'est un droit qui était considéré par plusieurs comme étant progressiste et d'avant-garde. Donc s'il y avait un droit où on était susceptible d'observer une certaine forme de progrès dans notre rapport avec l'animal, donc on ne considérait plus l'animal uniquement comme un objet, c'était la Grande-Bretagne. Puis en plus, la Grande-Bretagne avait l'avantage d'avoir une histoire de développement du droit de la protection des animaux qui était très riche et développée et aussi très bien documentée, ce qui rendait l'analyse des lois et règlements applicables dans ce pays-là, ben, en tout cas, c'est pas un pays, c'est une région du Royaume-Uni, mais on va dire pays, c'est plus facile, qui en rendait donc l'analyse plus intéressante. Puis comme je le mentionnais, ben, c'est des conclusions, quand je les ai formulées, qui s'appliquaient à l'échelle des pays de l'Union européenne. Je vais revenir à la fin, peut-être qu'il faudrait introduire certaines nuances. On va se demander, aujourd'hui, on va se demander si ça change quelque chose. Mais en tout cas, à l'époque, les conclusions, ça s'appliquait vraiment à l'échelle de tous les pays occidentaux qui encadraient, qui avaient des lois, qui avaient adopté des lois et des règlements de protection des animaux. Puis comme je l'ai dit au début, je pense qu'encore aujourd'hui, les conclusions auxquelles je suis arrivée sont valables et tiennent la route. Donc, dans le fond, ce qu'il fallait faire, puis ce que j'ai fait, c'est de regarder, OK, en éthique animale, là, le progrès, c'était associé, c'est fatigant ça, excusez, je suis toujours en train de, aux 3 secondes, j'ai un petit carré qui m'apparaît à l'écran. Donc, ce que je me suis demandé, c'est, bon, ben OK, en éthique animale, c'est où le progrès, là? Hein? Il faut avoir le progrès, il faut quand même avoir des paramètres, des critères à mesurer quand on regarde les dispositions des lois puis des règlements. Et puis, il y a vraiment 2 courants de pensée. C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose, mais c'est encore vrai aujourd'hui que ces 2 courants de pensée-là correspondent à l'idée que l'on se fait du progrès dans nos rapports entre l'humain et l'animal. Le premier courant de pensée, c'est la théorie des droits des animaux, qui a été formulée par le philosophe américain Tom Regan en 1983 dans son livre The Case for Animal Rights. La théorie des droits des animaux, ce que ça dit, c'est que les animaux sont détenteurs d'un droit moral fondamental.
fondamental, ça veut dire qu'il n'accepte aucune exception. Un droit moral fondamental, c'est aucune exception. Donc, un droit moral fondamental au respect de la valeur intrinsèque de chaque animal. Valeur intrinsèque, vous pouvez peut-être remplacer intrinsèque par inhérente ou valeur en soi. Puis ce que ça veut dire, ça, avoir un droit moral fondamental au respect de sa valeur intrinsèque, ça veut dire ne jamais être traité comme un moyen pour atteindre une fin. Si j'ai une valeur en soi, je ne peux pas être traité par les autres comme un moyen pour atteindre une fin. Donc, vous aurez compris que c'est une position qui est abolitionniste. Parce que toutes les formes institutionnalisées d'utilisation des animaux traitent les animaux comme des moyens pour atteindre les fins des êtres humains. Se nourrir, se vêtir, développer des nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments, etc. Donc, toutes les formes institutionnalisées violent le droit moral fondamental au respect de la valeur intrinsèque des animaux. Donc ça, c'est une position, je dirais, à l'extrême, sur un pôle entre traiter les animaux comme des objets, puis traiter les animaux comme des sujets. La théorie des droits des animaux, c'est la conclusion, les implications de la théorie des droits des animaux, c'est qu'on traite les animaux comme des sujets, puis si on les traite comme des sujets, ben on les utilise plus pour manger, on les utilise plus pour faire de la recherche, etc. La doctrine utilitariste, c'est un autre courant de pensée qui est associé à une forme de progrès en éthique animale. Elle a été formulée par le philosophe australien Peter Singer en 1973 dans son livre Animal Liberation. C'est une doctrine qui dit que quand on fait la balance des conséquences positives et négatives, la doctrine utilitariste, c'est ça, c'est qu'on décide de l'acceptabilité éthique de nos actions en fonction de la balance des conséquences positives et négatives. Ce qu'a ajouté Seigneur, c'est de mettre de l'avant l'idée que quand on fait cette balance-là, il faut accorder aux intérêts similaires des êtres humains puis des animaux la même considération. Puis selon lui, si on appliquait sérieusement ce principe-là, on remettrait en question un grand nombre de nos utilisations institutionnalisées des animaux. Donc, il y a une possibilité que certaines formes d'utilisation des animaux soient reconnues comme étant éthiquement acceptables dans le cadre de la doctrine utilitariste. Mais Seigneur, dans son livre, il dit que présentement, lui se penche sur l'élevage puis l'utilisation des animaux en recherche et on arrive à la conclusion qu'elle ne respecte pas le principe, qu'on n'accorde pas aux animaux puis aux êtres humains un poids égal quand on défend la position que c'est acceptable de les manger, que c'est acceptable de les utiliser en recherche. Pourquoi ces deux courants de pensée-là, en plus du fait qu'ils correspondent à une forme de progrès en éthique animale, ben c'est parce que ce sont les assises du mouvement de protection des animaux contemporains, le mouvement qui est derrière l'adoption de beaucoup de lois et règlements du droit qui protègent le bien-être animal. Et comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'après Tom Regan puis Peter Singer, c'est le déluge, puis qu'il n'y a pas d'autres philosophes, éthiciens qui ont proposé ou qui ont écrit des livres en éthique animale. Ça veut juste dire que c'est ceux-là qui ont eu le plus d'influence. D'ailleurs, si on fait une recherche dans les bases de données, le Philosophers Index, avec juste Tom Regan, Peter Singer, vous avez plus que 1000 articles qui sortent. Donc, il y a eu beaucoup de dialogues autour de ces deux courants de pensée-là qui restent dominants encore aujourd'hui. Je ne vais pas aller parmi tous les méandres de mon analyse, l'analyse que j'ai faite. Je vais plutôt sauter directement aux conclusions. Pour dire un gros non. Hein? La question de départ, c'était est-ce que le droit de la Grande-Bretagne reflète la théorie des animaux, la théorie des droits des animaux? Est-ce que les lois et règlements reflètent la doctrine utilitariste?
C'est non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça reflète? Bien, quand on fait notre analyse, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a un certain nombre de constats qui découlent de notre... il y a un certain nombre de constats qui découlent de l'analyse des lois, puis des règlements, des différentes dispositions qu'on retrouve dans ces lois-là. Et la première chose qui fait qu'on écarte immédiatement la théorie des droits des animaux et également la doctrine utilitariste, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de l'utilisation des animaux pour les fins et les besoins des êtres humains. Les lois puis les règlements de protection du bien-être animal, c'est des lois qui reposent sur le postulat que c'est correct, que c'est légitime sur le plan éthique que les humains utilisent des animaux. Peu importe la finalité. C'est correct, c'est pas remis en question. Ce que ces lois-là font, c'est qu'elles prévoient un certain nombre de standards de traitement des animaux dans le cadre des utilisations qu'on en fait. Et les standards de traitement, ben, ils mettent l'accent sur la minimisation de la souffrance physique et psychologique des animaux. Donc, à travers les standards, on reconnaît que les animaux ont un intérêt à ne pas souffrir. On reconnaît qu'ils sont des êtres sensibles. Cependant, ce qu'on voit, c'est que la minimisation de la souffrance va être déterminée en fonction de l'utilisation qu'on fait. Fait que c'est dans le cadre de l'utilisation que je fais de l'animal, j'ai besoin, c'est nécessaire, ça fait partie inhérente de mon utilisation qu'il y ait de la souffrance. Donc, ma souffrance est utile à l'utilisation que j'en fais, mais on va l'accepter. Ce n'est pas interdit par les lois puis les règlements. Un exemple, en matière d'expérimentation animale, il y a une obligation d'utiliser des anesthésiques ou des analgésiques, à condition que ça ne contrevienne pas au but de mon utilisation de l'animal, à condition que ça ne contrevienne pas aux finalités, à la possibilité pour moi d'atteindre les résultats que je cherche en utilisant les anesthésiques et les analgésiques. Si pour des raisons X, Y, Z, je réussis à justifier que ça risque de biaiser mes résultats, de fausser mes résultats, que ce n'est pas quelque chose qui est possible dans les circonstances, oui, on va me demander de justifier de façon sérieuse ma non-utilisation d'un anesthésique ou d'un analgésique, mais on va quand même l'autoriser. C'est quand même permis par la loi. Donc ça, c'est de la souffrance utile. Donc on détermine la minimisation de la souffrance de l'animal en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Même chose pour l'utilisation des animaux dans les élevages. Nos systèmes, présentement, d'élevage intensif, on le sait, génèrent beaucoup de problèmes de bien-être. Mais c'est comme ça, ils font partie inhérente de nos systèmes d'élevage intensif, puis on accepte cette douleur-là, cette souffrance, jamais elle n'est considérée comme une souffrance qui est inacceptable au point de vue de la loi et des règlements. C'est une souffrance qu'on juge utile et qui est donc reconnue comme légalement, éthiquement acceptable. Et quand on regarde les discours par lesquels on justifie des mesures de minimisation de la souffrance animale, on se rend compte que ça vient toujours au service ou au soutien d'une meilleure utilisation des animaux. Bon, moi, je suis membre du conseil d'administration du Conseil canadien de protection des animaux, qui est l'organisme qui émet des directives sur l'utilisation des animaux en recherche au Canada, puis qui surveille l'utilisation des animaux en recherche au Canada. Puis dans nos documents, puis dans le discours officiel autour de nos directives là, qui reflètent les 3 R, donc le raffinement, le remplacement, puis la réduction. On dit, bien, si vous faites ça, si vous respectez les 3 R, vous allez avoir, ça augmente la qualité de votre science. Ça va vous donner de meilleurs résultats. Même chose en élevage, on dit, bien, il y a un minimum, là. Il faut que tu respectes le minimum. Il y a un degré en dessous duquel, si tu causes de la souffrance aux animaux, mais ça va nuire
à ta productivité. Donc, il y a vraiment une association entre minimiser la souffrance, c'est au service des intérêts de l'humain dans leur utilisation des animaux. Puis même hier, il y avait une présentation devant les membres du comité d'éthique INRA, CIRAD, IFREMER, des gens qui travaillent avec des poissons. Puis, bon, c'est un exemple de la sole qui nous était présenté. Puis, ce qu'on disait, c'était que ce que la personne disait, c'est que les sols, on leur donnait des enrichissements pour qu'elles se sentent bien. Il y avait beaucoup le vocabulaire de que les poissons se sentent bien. Mais quand à un moment donné dans son exposé, ce que la personne a dit, c'est si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas les élever en captivité. Mais j'ai besoin d'avoir des sols pour pouvoir mesurer certains éléments d'impact de changement climatique. Fait que je minimise leur souffrance dans le sens que je veux qu'elles se sentent bien parce que j'ai besoin de faire ça pour les garder dans mon laboratoire et être capable de les utiliser pour faire mes travaux. Donc, on voit là une autre illustration de la minimisation de la souffrance ou de la promotion du bien-être dans la perspective de servir mes intérêts, moi, comme être humain, dans le cadre de l'utilisation que je fais de l'animal. Mais là, il y a certains qui vont me dire « Oui, mais Lynn, il n'y a pas juste des standards de traitement dans les lois et règlements. » Et c'est le cas aussi en Grande-Bretagne. Il n'y a pas juste des standards de traitement. Il y a aussi un certain nombre de prohibitions, d'interdictions. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça vient contredire là, tes conclusions, le point de vue que tu défends. C'est vrai que c'est un peu embêtant. L'existence de limites à l'utilisation des animaux à travers des prohibitions comme le combat puis le harcèlement d'animaux, le tir aux pigeons, puis pas le pigeon d'argile, le pigeon vivant, les rodéos, l'amputation de la langue chez les veaux, le sweatbox system qui est un système d'élevage des cochons en production intensive. Mais quand on regarde l'histoire de l'adoption de ces prohibitions, de ces interdictions, on se rend compte qu'il y en a certaines qui servent les intérêts des êtres humains, comme les combats puis les harcèlements d'animaux. En Grande-Bretagne, quand on regarde les ouvrages historiques, on se rend compte que cette interdiction servait les fins de la société industrielle qui tranquillement se mettait en place en Grande-Bretagne. On avait besoin que les hommes soient à la manufacture et non pas en état d'ébriété en train d'assister à des combats d'animaux ou de harcèlement d'animaux. Donc, il y avait vraiment un souhait de contrôle social derrière l'adoption de cette prohibition-là. Même chose quand on a interdit le sweatbox système pour l'élevage des porcs. Ça, c'est un système où il y a une température très, très élevée à l'intérieur de la porcherie avec beaucoup d'humidité. Ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que c'était très néfaste pour la santé des porchers. Donc, on a interdit immédiatement cette forme de système-là, qui réapparaît bizarrement. Hein, j'en ai entendu parler, en tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Fait que je ne sais pas si ça va subir le même sort, mais bon, c'est comme si c'était... ça revenait tranquillement à l'idée d'augmenter la température puis l'humidité, alors qu'on l'a enlevé tout simplement parce que c'était néfaste pour la santé là, des porchers. Mais il y a d'autres prohibitions où ce n'est pas le cas. Ça ne sert pas les intérêts des êtres humains. Par contre, quand on gratte un peu, ce dont on se rend compte, c'est que, en tout cas, c'était le cas en Grande-Bretagne et je soupçonne que ça soit le cas pas mal partout, c'est que les prohibitions concernent des formes d'utilisation des animaux ou des pratiques qui, au moment de leur interdiction, ou avaient déjà pratiquement disparu dans les faits, ou n'avaient jamais été courantes en Grande-Bretagne. Ça se comprend dans une logique où, quand on est un groupe de défense des animaux, puis qu'on fait face à des lobbies assez puissants, on va chercher des victoires symboliques en obtenant ce qu'on est capable d'obtenir. Puis quand c'est des pratiques qui sont déjà en déclin ou qui n'ont jamais vraiment été courantes,
c'est facile d'aller chercher une victoire, d'obtenir ce que l'on veut, de donner l'impression qu'on est actif, qu'on obtient, qu'on fait des gains. Mais sur le plan éthique, les gains symboliques qu'on obtient ne se traduisent pas nécessairement par un mouvement dans la direction d'un plus grand du progrès, dans le mouvement, dans la reconnaissance d'un statut moral plus élevé pour les animaux. Fait que dans le fond, si ces prohibitions-là n'entraînent pas un bénéfice pour les êtres humains, à tout le moins, elles ne nuisent pas à l'intérêt des êtres humains. Et ça, c'est vraiment très important parce que si on avait à résumer c'est quoi qui est le principe qui sous-tend les lois puis les règlements de protection des animaux à l'époque en Grande-Bretagne, mais comme je vous l'ai dit, encore aujourd'hui, c'est que la protection du bien-être animal, on s'en occupe dans la mesure où ça sert nos intérêts ou que ça ne nuit pas à nos intérêts. Puis ça traduit une conception de la relation entre les êtres humains et les animaux qu'on appelle un égoïsme de groupe. J'ouvre une petite parenthèse pour vous définir l'égoïsme de groupe. L'égoïsme de groupe, c'est une théorie conséquentialiste. Donc, conséquentialiste, ça veut dire axé sur la balance des avantages et des inconvénients, qui est situé en mi-chemin entre l'égoïsme rationnel et l'utilitarisme. Donc, plus spécifiquement, en vertu de l'égoïsme de groupe, on va juger qu'une action ou une règle de conduite, elle est acceptable sur le plan éthique dans la mesure où elle promeut la meilleure balance des conséquences. Pas pour moi, c'est ça que ça serait, l'égoïsme rationnel, c'est promouvoir la meilleure balance de mes intérêts, donc pas pour moi, pas non plus pour tous ceux qui sont susceptibles d'être affectés par mon action, ce qui correspondrait à de l'utilitarisme, mais pour un groupe donné, qui est caractérisé par une caractéristique biologique, économique, culturelle, religieuse, etc. Puis dans le cas présent, c'est l'appartenance à l'espèce humaine. Donc la conception de la relation entre les êtres humains et les animaux qui se dégagent des lois de protection des animaux, ce n'est ni la théorie des droits des animaux, ni la doctrine utilitarisme, c'est l'égoïsme de groupe. Mais une version améliorée de l'égoïsme de groupe, puisqu'on a des dispositions, des obligations, des devoirs que se reconnaît, qui ne font pas juste servir nos intérêts comme êtres humains, mais qui ne nuisent pas à nos intérêts. Donc, on pousse à la limite de sa logique interne le principe qui est posé par l'égoïsme de groupe, qui reste malgré tout fortement anthropocentrique. Donc, c'est les intérêts des êtres humains qui sont considérés comme étant supérieurs à tous les intérêts des animaux, de sorte qu'on accorde aux animaux une valeur strictement instrumentale, donc celle liée à leur statut d'objet, et qu'on est toujours dans un rapport d'inégalité et de subordination. Comme je l'ai mentionné au début, c'était longtemps quand même, quelques années que j'ai fait ces travaux de recherche-là. Je vous ai dit que je pensais que le regard était toujours pertinent. Pertinent pour deux raisons. Parce que je pense que c'est une manière de regarder le droit et les lois et les règlements qui protègent le bien-être animal d'une façon qui fournit des critères précis d'évaluation. Ça nous dit qu'est-ce qu'il faut regarder. Y a-t-il une remise en question de l'utilisation des animaux? Qu'est-ce qui sous-tend les critères de standard de traitement des animaux? Est-ce que c'est la minimisation de la souffrance? Est-ce que la minimisation sert nos intérêts ou ne nuit pas à nos intérêts? Donc, avec ces éléments-là, on est capable de regarder si, tranquillement, on reste campé dans une position axée sur l'égoïsme de groupe ou si, tranquillement, on ne s'en va pas vers quelque chose d'autre. Donc, c'est possible, à travers ces critères-là, d'établir un diagnostic par rapport au progrès ou à l'absence de progrès sur la question du rapport entre l'humain et l'animal dans les lois de protection du bien-être animal. Puis aussi,
Bon, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a une nécessité d'une actualisation à la lumière là, des développements récents. Mais comme je vous l'ai mentionné au début, selon ce que Sabine ou l'inventaire que Sabine Brel a dressé dans sa thèse de doctorat, il n'y a rien qui permet présentement d'affirmer que c'est autre chose qui se dégage des lois et règlements du droit qui protègent le bien-être animal. C'est sûr qu'il y a peut-être une présence plus affirmée de standards des traitements où ça ne maximise pas l'intérêt des humains, mais plutôt ça nuit pas aux intérêts des humains. Donc on pousse tranquillement la logique interne de l'égoïsme rationnel pour avoir des protections, entre autres pour les animaux d'élevage qui, sans servir nos intérêts dans leur utilisation pour se nourrir, ne nuisent pas à nos intérêts. Donc, on pousse vraiment la logique à son maximum, mais jamais sans basculer de l'autre côté. La journée où on adoptera un standard de traitement qui est au détriment de nos intérêts, là, on aura franchi la ligne qui nous amène vers autre chose qu'une conception égoïste de notre rapport avec les animaux. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé, de sorte que ce que ça traduit, par contre, c'est pas qu'on est en train de basculer vers un statut autre que celui d'objet pour les animaux, mais plutôt qu'on prend vraiment au sérieux leur qualité d'être sensible, en s'imposant des obligations qui, sans servir nos intérêts, au moins nuisent pas à nos intérêts. Et on est dans une dynamique de protection, de prise au sérieux de leur qualité d'être sensible. Où est-ce que tout ça, ça va nous mener demain? C'est sur ces réflexions-là que je vais terminer ma présentation. Il y a un débat présentement sur la personnification juridique des animaux puis l'octroi de droits aux animaux. Il y a des juristes en France qui se font les ardents défenseurs de cette position-là, qui est très critiquée et qui, en fait, n'est pas du tout la position dominante. La position dominante étant plutôt qu'il faut renforcer nos obligations puis nos devoirs envers les animaux. Il y a en effet, on observe en effet une énorme réticence chez nous autres, les êtres humains, à renoncer à notre statut moral privilégié, donc à renoncer à l'idée que nos intérêts sont toujours supérieurs à ceux des autres êtres vivants, ce qui remettrait en jeu pas mal d'affaires, pas juste sur la question du bien-être animal, mais aussi dans notre rapport à l'environnement. Donc, il y a une persistance depuis plus de 2 siècles et même avant sur la différence entre l'humain et l'animal. Puis à chaque fois qu'il y a une étude qui vient soit mettre en lumière notre spécificité ou qui vient attaquer l'idée qu'on est spécifique puis qu'on est unique, ben ça fait la une des journaux, on entend parler à la radio ou à la télévision. Fait qu'on est vraiment encore dans cette dynamique-là, on a vraiment beaucoup de misère à renoncer à notre statut moral privilégié. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est un élément qui fait que c'est un frein à aller plus loin que de reconnaître aux animaux un statut d'objet dans les lois qui s'appliquent à leur bien-être. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les lois, les règlements, c'est beau, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire. Une des limites venant des règles du commerce international. Je ne peux pas, comme pays, interdire l'entrée sur mon territoire de produits qui seraient de produits animaux qui auraient été élevés ou produits dans des conditions qui ne respectent pas mes lois de protection du bien-être animal. OK? C'est interdit. Les règles du commerce international nous empêchent de faire ça. Puis on ne se cachera pas. Puis ça, c'est principalement, présentement, c'est plus, ça concerne davantage les animaux dans les élevages que l'utilisation des animaux en recherche. On le sait, là, qu'améliorer le bien-être animal, ça coûte de l'argent. C'est plus cher.
Non seulement c'est plus cher, mais il faut que nos producteurs soient meilleurs en régie. C'est plus difficile. Ça demande des habiletés qui sont plus grandes pour un producteur quand on est dans des stabulations libres ou qu'on est dans des systèmes d'élevage qui ne sont pas les systèmes d'élevage classiques de l'élevage industriel. Donc, ça prend ça prend une compétence, un savoir-faire qui est plus grande, puis ça coûte plus cher. Mais si on n'est pas capable de protéger nos producteurs, la production nationale, en empêchant de faire rentrer sur le territoire des produits qui coûtent moins cher parce qu'ils ont été produits dans des conditions où c'est au détriment des animaux, mais ça coûte moins cher, ben on a un problème. Il faut soit subventionner nos producteurs, ou bien ils meurent. Dans un marché global, ils crèvent. Nous, c'est ce qui arrive chez nous au Québec. Nos producteurs de porc, ils aimeraient bien augmenter le bien-être des cochons, mais ils sont dans un marché global. Puis les producteurs de l'Europe de l'Est, puis d'ailleurs, n'adhèrent pas à des conditions d'élevage très élevées, très strictes, de sorte qu'ils arrivent sur le marché avec du porc qui est moins cher. Ça fait que nos producteurs, ils sont en détresse. Puis, comme notre gouvernement du Québec n'est pas très chaud à l'idée de les soutenir financièrement dans les choix qui sont les leurs de vouloir améliorer le bien-être animal, ben on se retrouve dans une situation très délicate pour eux, où ils doivent persister dans leur système d'élevage dans lesquels il y a beaucoup de problèmes d'élevage. Ce qui n'est pas la même chose quand on est dans un système de quotas de production laitière, parce que pour rester compétitif, ce que ça fait un quota, c'est que ça donne un revenu garanti aux producteurs. Puis en ayant un revenu garanti, bien, ça leur donne aussi une marge de manœuvre pour être capable, comme producteurs, de dire, bien, nous autres, c'est comme ça qu'on va produire notre lait, avec des conditions de bien-être qui sont X, Y, Z. Ça fait partie de la vision qu'on a de notre professionnalisme comme producteur, puis c'est ça qu'on veut faire. Fait qu'en menaçant le quota, on menace la possibilité pour nos producteurs laitiers d'adopter des standards de bien-être plus élevés pour nos vaches laitières, parce qu'on va rentrer, on se fait gruger tranquillement nos quotas, puis on va être obligé de rentrer dans une dynamique de compétition globale qui amène les protections de bien-être vers le bas et non pas vers le haut. Mais il y a peut-être un espoir à travers l'exception de protection de la moralité publique. Ça, c'est une exception qui est prévue à l'article 20A du GATT. On dit, OK, vous n'avez pas le droit d'imposer des restrictions commerciales pour empêcher l'entrée sur votre territoire de produits agricoles qui ne respectent pas les exigences nationales sur le bien-être des animaux d'élevage, sauf si c'est pour protéger la moralité publique. Il y a eu un gros litige entre l'Europe et le Canada sur les produits du phoque. L'Europe voulait empêcher l'importation sur son territoire de produits du phoque parce que les phoques sont abattus avec des moyens qui causent des problèmes de bien-être aux animaux. C'est l'organe pas l'organe d'appel, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle quand on est en première instance. Ce n'est pas mon domaine, le droit international économique. Mais disons que les arbitres, les arbitres ont décidé que c'est le Canada qui avait raison. Et le Canada s'est réjoui, mais là, j'étais à mon département, je disais, mais vous êtes stupide ou quoi, là? Faut pas s'en réjouir, là. On sait justement, l'Europe invoquait l'exception de protection de la moralité publique pour pouvoir empêcher l'entrée sur son territoire de nos produits. Si on veut protéger nos producteurs puis améliorer les conditions de bien-être des animaux d'élevage, il faut que cette exception-là soit reconnue. Il faut que ça passe le test. L'espoir vient du fait que quand même les arbitres ont dit oui, la moralité publique, la question du bien-être animal, ça pourrait rentrer sous l'exception de protection de moralité publique. Mais ils ont ensuite décrit un ensemble de critères qu'on doit respecter pour pouvoir invoquer l'exception qui rend quand même difficile la capacité de l'invoquer concrètement dans les faits. Donc,
deux facteurs qui nous amènent à penser qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le futur au niveau des lois et des règlements de protection des animaux. Un dernier point, je vous ai parlé là, des possibilités offertes par les avancées du génie génétique. Donc, on a un pouvoir d'intervention direct sur la diversité biologique des animaux. Et puis, face à ça, ben, le fait que nos lois soient focalisées sur la minimisation de la souffrance, c'est un problème. C'est un problème si on pense à des situations où, au lieu de modifier nos systèmes de production, bon, j'utilise encore l'exemple de l'élevage, si au lieu de modifier nos systèmes de production qui causent des problèmes de bien-être, on modifiait les animaux génétiquement pour qu'ils soient plus adaptés à leur environnement, de sorte que cet environnement-là ne leur cause plus de problèmes de bien-être parce qu'on va altérer leurs besoins fonctionnels par le biais là, de la modification génétique. On peut penser, puis ça existe déjà, mais ce n'était pas par transgénèse, des poulets pas de plumes. Hein, quand on voit une photo d'un poulet pas de plumes, j'aurais bien aimé vous en inclure une dans ma présentation, mais puisqu'elle est enregistrée et que je n'avais pas les droits sur la photo, j'ai pas pu le faire. Donc, un poulet pas de plumes, là, quand tu vois ça, ça fait comme « Ouh! » Il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Là. La même chose quand on voit des petits films de poules qui sont aveugles. Hein. Vous savez, les poules en batterie, il y a beaucoup de problèmes de becquetage. Il y a des comportements d'agression entre les poules quand elles sont dans des densités trop grandes. Puis, ce qui a été découvert, c'est que si les poules sont aveugles, tout à coup, elles deviennent sages comme des images. Alors, on pourrait penser, au lieu de leur crever les yeux, ce qui est vraiment comme nous, très problématique, ben, de les modifier génétiquement pour qu'elles n'aient plus la capacité de voir leurs congénères et donc diminuer les problèmes d'élevage dans les systèmes en batterie. Puis là, on peut dire, ah, Lynn, là, t'exagères, là, ça, c'est des scénarios comme de science-fiction, là, t'as trop lu de romans, là, arrive sur la Terre. Puis, OK, je vais vous parler d'un projet de recherche d'abord qui se déroulait dans mon département. J'ai vraiment des collègues magnifiques, hein, ils font toutes sortes de belles choses, des portes transgéniques pour produire des hormones dans leur liquide séminal. Puis ici, un chercheur qui voulait développer un poisson génétiquement modifié qui ne survivrait pas à l'état sauvage. Donc, lui, ce qu'il mettait de l'avant, c'était une solution technologique au problème des échappées de poissons. Parce que ça, en aquaculture, c'est vraiment un problème majeur quand les enclos sont dans les cours d'eau. Les saumons sauvages, en plus chez nous, c'est des saumons atlantiques qui sont élevés dans le Pacifique. Donc, quand ils s'échappent, ben, ils sont en compétition avec le rose, puis d'autres belles espèces de saumons sauvages du Pacifique. Puis, ils sont pleins de poux. Le poux du saumon, c'est un problème en aquaculture. Ils sont pleins de poux, puis ils répandent les poux à travers la population de saumons sauvages. Donc, viennent perturber l'écosystème, puis font obstacle à la survie des poissons sauvages du Pacifique. Fait que lui, il s'est dit, ben, pour régler ce problème-là, ben, on ne va pas changer notre système de production. On va modifier le saumon. On va modifier le saumon génétiquement pour qu'il soit incapable d'aller chercher dans la nourriture disponible à l'état sauvage les éléments nutritifs qui sont essentiels à sa survie. Donc, mon poisson va mourir de faim. S'il s'échappe, il meurt de faim. On est pas mal proche de la situation qui a été évoquée. Avec le projet le Biocage, c'est comme ça que ça s'appelle, le confinement biologique, Biocage, on se rapproche d'une application du génie génétique là, qui a pour but d'adapter l'animal, ici le saumon, à son milieu d'élevage. On dit, ah, les installations d'élevage préviennent pas les échappées de poissons? Ah, ben c'est pas grave, on va modifier les poissons pour que s'ils s'échappent, ben ça soit plus un problème.
C'est vrai que c'est une application du génie génétique qui pourrait susciter des problèmes de bien-être parce que c'est ça, le saumon meurt de faim en fait. Donc l'idée qu'on va minimiser la souffrance, l'argument du bien-être animal pourrait être suffisant pour faire obstacle dans la journée où on va se décider à développer des balises pour encadrer ces nouvelles formes de modification des animaux. Mais comme la notion de bien-être appliquée aux poissons, ça reste controversé, c'est un peu plus difficile à cerner, ça se peut que l'argument du bien-être ne soit pas suffisant. Puis en fait, pour beaucoup de modifications génétiques qui suscitent un sentiment de répulsion quand on est face à ces possibilités-là, bien qu'on ne soit pas capable d'exprimer de la désapprobation parce que justement, ce n'est pas des modifications génétiques qui vont avoir un impact sur le bien-être des animaux. Or, tout notre cadre réglementaire est axé sur l'idée de protéger le bien-être. Puis là, ben, il n'y en a pas de problème de bien-être. Fait que c'est quoi ton problème? Pourquoi tu chiales contre cette application génétique-là? À moins, c'est ça, l'alternative, ben, c'est de dire, OK, il y a le bien-être, mais il y a aussi d'autres choses. L'intégrité génétique. Et puis là, ça, c'est l'alternative. C'est à moins de reconnaître que les animaux ont un intérêt dans leur intégrité génétique, ben, on ne sera pas capable d'exprimer de la désapprobation. Mais l'idée de l'intégrité génétique, ça évoque une notion perfectionniste, en vertu de laquelle l'animal doit afficher tous les attributs distinctifs de son espèce. Donc, si on accepte le perfectionniste, ça veut dire que les intérêts d'un animal vont être associés au développement chez cet animal-là de toutes les capacités essentielles puis les besoins fonctionnels qui sont appropriés pour son espèce, ou, dit plus justement, appropriés selon notre représentation de son espèce. Ça correspond à une théorie objective des intérêts qui, malheureusement, ne constitue pas une théorie plausible de la nature des intérêts. Parce que le consensus en philo, c'est que les intérêts d'un individu, c'est pas déterminé, sont pas, prédéterminés. Ils ne dépendent pas d'un idéal, d'une représentation de ce que c'est un humain, de ce que c'est un cochon, de ce que c'est une poule. Ils se définissent en fonction de l'individu qui est en face, qui on est, comment on est dans le monde. Si je nais aveugle, j'ai des intérêts qui sont différents de quelqu'un qui naît avec la vue. Si je suis handicapée, j'ai des intérêts qui sont différents de quelqu'un qui naît sans handicap. Donc, s'il est vrai que la modification génétique d'un animal va avoir un impact sur les intérêts qui seront ceux de l'animal modifié, le fait de naître au monde inaltéré sur le plan génétique ne peut pas être considéré en soi comme étant dans l'intérêt de l'animal. Puis si c'est le cas, si c'était le cas que de naître dans un état inaltéré fait partie des intérêts de l'animal, bien, il y aurait un raisonnement semblable qui s'applique à l'humain. Puis là, on s'en va tranquillement vers la pente glissante de l'eugénisme. On ouvre la possibilité d'empêcher la venue sur le monde d'individus qui ne correspondent pas à notre idéal de ce que ça devrait être un être humain. Donc, vraiment, ici, un problème très grave. On est dépourvu sur le plan des éléments avec lesquels on travaille en éthique, puis en philosophie, puis même là, pas juste en éthique animale, mais aussi en éthique qui s'intéresse à l'humain, avec, je dirais, les concepts théoriques qui nous permettraient d'exprimer cette désapprobation morale-là face à des modifications génétiques qui ne causent pas de problème de bien-être. Donc, où nous mènera demain? Probablement pas mal à une situation qui ressemble à celle qu'on a aujourd'hui, donc très axée sur une conception égoïste de nos rapports entre l'être humain puis l'animal,
puis des modifications génétiques qui ne feront pas notre affaire, mais qu'on va être un peu dépourvu pour y mettre un frein, puis d'articuler intellectuellement des raisons qui vont venir légitimer notre sentiment de répulsion face à ces types de modifications génétiques-là. Fait que je vais m'arrêter là-dessus, puis je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça, c'est mon toffee, il est vraiment beau. Hein?